Médias du Sud, bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. Plus que quelques jours pour la célébration de la Korité à Ziguinchor, une fête qui malheureusement risque de se faire sous une pénurie de poulets. Notre reporter a fait quelques lieux d'élevage de poulets de chair pour en savoir plus sur les raisons. L'affaire de coupe de bois opposant la mairie de Sindian à la commune d'Oulampane continue d'effrayer la chronique. La collectivité locale de Sindian, constituée en partie civile, a porté l'affaire en justice pour tirer toute la lumière sur cette affaire. À quelques jours de la Korité, le marché risque d'être confronté à une pénurie de poulets de chair. Cette situation est causée par des difficultés liées à l'élevage que rencontrent la plupart des propriétaires de poulaillers à Ziguinchor. Maïmounaba a fait un tour dans quelques poulaillers de la place. Le poulet de chair, la viande préférée des Sénégalais pour la célébration de la fête de Korité. D'ailleurs, chaque année, à l'approche de cette fête, une pénurie de poulet de chair est notée, ce qui fait flamber le prix. Dans la région sud, d'autres difficultés sont notées cette année, ce qui handicape le commerce du poulet. Les difficultés en primo, c'est le fait de ne pas avoir le copeau, quoi. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour faire la commande. C'est un éleveur comme moi. J'ai beaucoup de commandes et je sais que je ne pourrai pas les satisfaire. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Les difficultés sont un calvaire chez les autres éleveurs, confrontés qu'ils sont au coût élevé des aliments. Ici, par exemple, l'éleveuse de poulet rencontrée confie qu'à Dakar, le carton d'aliments est livré à 12 000 francs CFA l'unité, contrairement à Ziguinchor, où il faut débourser 16 000 francs CFA. Le manque de résidus de bois appelé copeaux est venu s'ajouter au calvaire des éleveurs de poulets. Une solution alternative est tout de même trouvée par certains. Là, on est obligé d'aller chercher du sable pour verser là-dedans. Après 2 à 3, 4 jours, on balaye, on verse encore du sable. Bon, je lance un appel au gouvernement vraiment de vouloir vraiment laisser les coupeurs de bois, les bûcherons, couper le bois. J'invite à mes amis éleveurs de ne pas flamber les prix vraiment parce qu'il y a pénurie de poulets. L'aviculture, une activité bien prisée à Ziguinchor, est donc obligée de conjuguer avec la nouvelle donne liée à l'interdiction de la coupe du bois en Casamance. Nous restons toujours dans les préparatifs de la fête de Korité à quelques jours de la célébration de l'Eid el-Fitr. Les préparatifs vont bon train après l'alimentation. Le paraître semble important chez bon nombre de femmes qui ont jeté leur dévolu sur les perruques et cheveux naturels en lieu et place des tresses. Rokhaya Bey et Daouda Sambou ont fait un tour dans les salons de coiffure. À quelques jours de la Korité, les perruques en cheveux naturels sont le plus prisées par les femmes, quelle que soit la longueur. Selon cette coiffeuse, le manque de temps et la rapidité guident ce choix des clientes. C'est la perruque qui est en tendance. Les jeunes filles portent des perruques. Mais il y a d'autres qui font des coupes grandes et petites têtes. Et pour les grandes dames, elles font aussi des perruques. Mais surtout, elles font des tissages avec cheveux naturels. Parce qu'avec les tresses, ça prend plus de temps qu'avec les perruques. Même avec les perruques, si tu descends, tu peux faire ça dans ton salon, dans ta chambre, puisqu'il y a des heures qu'on ne peut pas ouvrir ton salon pour travailler. Dans cette boutique de vente de cheveux naturels, les prix varient entre 14 et 70 000 francs l'unité, avec des longueurs allant de 8 à 32 pouces. Toutefois, les clients se font encore désirer. Alors actuellement, nous, on est au stade du remplissage de magasins, de stockage, pour préparer justement cette fête qui est importante au Sénégal. Et donc là, les grosses ventes commenceront à partir de, je pense, lundi, mardi. On a plusieurs styles de cheveux. Les cheveux, ce qu'on appelle kinky curly, qui sont des cheveux frisés. Les cheveux raides, qui sont vraiment les cheveux raides comme les asiatiques, hein, en gros. Et également après les cheveux semi-ondulés.
Malgré la conjoncture difficile, cela n'empêche pas les femmes de se sacrifier pour se faire encore plus belles à l'occasion des fêtes comme celle de la Korité. Allons dans le Fogny. La commune de Sindian enfonce le clou dans le litige qui l'oppose à celle d'Oulampane relatif à la coupe de bois. Constituée en partie civile, la collectivité territoriale de Sindian compte sur la justice pour élucider cette affaire. C'est une correspondance de Lamine Badian. L'affaire de la coupe de bois dans l'arrondissement de Sindian continue d'alimenter les débats. Le problème est parti de la carrière parce que la route est en train d'être faite depuis les années. Tout le monde sait. Les cailles cédra qui ont été abattus par les travailleurs de la route. C'est en ce moment que le maire a saisi en tant qu'autorité de la localité qu'il a demandé une force pour tirer ces troncs-là et garder ces troncs-là sont là-bas. Les 5 troncs sont là-bas sur les lieux. Cette déclaration du conseil technique de la commune de Lampane est considérée comme une diversion par Ibrahima Anelka Sané, chef de cabinet du maire de Sindian. Moi qui te parle comme ça, je suis au cœur de ces ouvrages. Mais le problème qui se trouve entre Sindian et Lampane, c'est un problème de coupe de bois. Le maire, à travers les populations de Tankoron qui ont porté plainte contre le maire de Lampane, c'est en ce moment que la commune de Sindian s'est portée en partie civile pour porter plainte. Parce que les populations de Tankoron font partie de la commune de Sindian. Mais ce n'est pas un problème de complot politique ou des trucs comme ça. Ces gens qui disent là, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais le problème là, ce n'est pas un problème de carrière. Je trouve nullement un problème de carrière dans ça. Non, ça n'a aucun lien avec les travaux de la route. Ça, c'est un problème de coupe de bois. La commune de Sindian refuse de politiser cette affaire qu'elle considère comme étant très sérieuse. La commune de Lampane, c'est une commune dans l'arrondissement de Sindian. Le pourquoi nous, en tant que fils du Fogny, nous incarnons aujourd'hui notre maire, il incarne le leader du Fogny. Pourquoi faire la guerre à Lampane? C'est dans quel sens? Le problème, nous on fait notre politique, ils font leur politique. Le maire de Sindian n'a jamais prononcé un mot par rapport aux travaux de la route. Parce qu'il veut que les réalisations du Fogny se fassent dans de très bonnes conditions. Ils sont en train de mettre de la poudre aux yeux. Ça, c'est de l'intoxication pure et dure. Le maire n'a pas dit ce qui se passe. Au moment venu, chacun parle là et la justice fera son travail. Malgré cette polémique née de cette affaire de bois, les travaux de construction de la boucle du Fogny se poursuivent du côté de Sindian. On attend avec impatience le développement judiciaire de cette affaire pour que toute la lumière soit faite. Nous nous rendons à Sédhiou où l'agence régionale de développement de la capitale du Pakao vient de capaciter des agents municipaux des communes de Sédhiou, Djendé et de Bounkiling sur le logiciel ERA conçu pour l'utilisation des pièces d'état civil, un projet réalisé par l'appui financier de la coopération espagnole qui compte appuyer les femmes de la région à travers des financements et des formations suivant les explications de Oumfali Badji, directeur de l'ARD de Sédhiou au micro de Lamine Diop. Tous les acteurs du département de Sédhiou sont venus rejoindre les acteurs du département de Goudomp. Donc la formation se déroule ici. Nous avons aussi un programme important que nous allons lancer. C'est un projet régional, mais le lancement se fait au niveau du département de Goudomp. Je crois que ça c'est important. C'est un projet qui est financé par nos amis espagnols aussi, mais de Barcelone, la députation de Barcelone, et un projet qui va être orienté pour l'accompagnement des femmes. Et beaucoup de financements seront, même si ce n'est pas important, mais quand même, il y a des financements qui seront accordés aux femmes, notamment pour qu'elles puissent disposer de code FRA. Je crois que c'est important. Le code FRA, c'est ce qui permet à une entreprise, à un groupement, de pouvoir vendre son produit partout dans le monde, dans les supermarchés, partout dans le monde, je dois dire. Ça permet vraiment d'exporter le produit. Vous le savez aussi, c'est tout le problème de nos dames. Nous avons beaucoup d'unités de transformation au niveau de nos territoires, mais qui peinent à écouler leurs marchandises. Et le code FRA vient régler ce problème d'écoulement des produits de nos braves femmes. Le projet il sera là pour accompagner, mais également de former les femmes en gestion administrative et financière, de former aussi les femmes, surtout les femmes élues, sur les questions liées à la décentralisation, à leur rôle et responsabilité. Nous avons nos braves femmes
femmes qui sont là, qui sont dans les institutions locales, notamment les mairies, au niveau du conseil départemental, mais nous ne sommes pas sûrs qu'elles maîtrisent parfaitement leur rôle et responsabilité. Restons toujours à Sédhiou. Au nom de la délégation espagnole, Toti Rovilla se dit rassuré du ciblage des bénéficiaires du fonds catalan qui tourne autour des femmes transformatrices des fruits et légumes et les personnes vivant avec une situation de handicap. Il a par ailleurs salué l'engagement de l'Agence régionale de développement de Sédhiou au service de sa communauté. Ces propos sont recueillis par Lamine Diop toujours. Bon, le projet, comme je dis avant dans la présentation, c'est un projet qui a une perspective de genre très importante, chose que pour nous est très importante. Actuellement, dans la coopération qui vient de l'Europe, le genre est une priorité dans toutes les institutions. Et puis parce que même moi, comme habitant du Sénégal, comme résident du Sénégal, que la réalité que je connais dans ce pays, je sais que les femmes sont le futur. C'est pas peut-être le seul pilier, mais un des piliers les plus importants pour le développement de cette région. Je crois que ça, et puis il faut continuer à les appuyer. Et puis aussi la composante, comme je dis, handicapée, que l'on puisse tenir en compte les handicapés dans les projets, aussi ça nous fait un grand plaisir. Dans ce sens, je félicite aussi parce que ce projet a été proposé peut-être dans des petites réunions, mais la formulation émane directement de la R&D. Et je félicite la R&D pour avoir formulé un projet de ces caractéristiques qui vraiment pense au développement à travers ce pilier que sont les femmes. Le projet, il touche les 3 départements de la région et je crois que c'est une chose très bonne. Et c'est très bon aussi que les gens voient que les équipes se déplacent, qu'ils sont là, qu'ils puissent connaître en première personne les plus responsables, pas seulement les travailleurs, mais que tout le monde puisse passer et que les bénéficiaires puissent voir les visages des gens qui sont en train de gérer le projet. Je crois que ça augmente la confiance et ça donne beaucoup plus d'espoir ou beaucoup plus d'envie pour les bénéficiaires de s'approprier de ces connaissances qui après vont leur servir pour se développer et pour faire développer le pays. Comme chaque lundi, la rédaction vous propose sa rubrique Sciences et Technologies, une rubrique présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre rubrique hebdomadaire Sciences et Technologies. Le deuxième sommet sur l'innovation en Afrique s'est ouvert mercredi 6 juin 2018 à Kigali, capitale du Rwanda, et fait la part belle aux solutions innovantes et aux principaux défis auxquels font face les pays africains. Alors que l'Afrique a misé sur ses infrastructures et son environnement réglementaire pour attirer les investissements privés, le continent n'a pas su se servir du secteur privé comme moteur de transformation, a affirmé le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente lors de la cérémonie d'ouverture. Un communiqué publié par les organisateurs du sommet désigne l'accès à l'énergie, l'eau, l'insécurité alimentaire, le système de santé et la gouvernance comme les principaux défis auxquels font face les pays africains. Après avoir aidé la police australienne à confondre la meurtrière supposée d'une retraitée, l'Apple Watch vient de s'illustrer en contribuant à sauver la vie de 2 personnes aux États-Unis. En effet, le capteur de rythme cardiaque de la montre connectée d'Apple a su détecter un niveau alarmant et recommander la consultation d'un médecin en urgence. Le premier cas concerne une jeune fille de 18 ans vivant à Tampa, en Floride. Alors qu'elle se trouvait dans une église, son Apple Watch l'a alerté sur sa fréquence cardiaque au repos qui atteignait 190 battements par minute. La montre recommandait une consultation médicale dans les plus brefs délais. Conduite aux urgences par sa mère infirmière, l'adolescente s'est vue diagnostiquer une maladie rénale chronique dont elle ignorait souffrir. Dans un contraste saisissant entre passé et modernité, des drones explorent la grotte Skladina en Belgique qui a accueilli il y a plus de 1000 ans l'homme néandertal. Ils peuvent filmer tous les recoins d'un site comme celui-ci depuis le sol jusqu'au plafond, en passant par les endroits où il serait dangereux pour des humains de s'aventurer.
Privé de GPS et donc de stabilisation dans cet environnement confiné, les drones ont besoin de pilotes aguerris pour voler sans encombre. Ces derniers relèvent ce défi non pour tester leurs adresses, mais pour participer à un projet noble et original. DigiArt, ce programme produit des reconstitutions 3D de sites culturels grâce à des technologies comme les drones afin de créer des jeux ou des bases de données interactives. C'est tout pour votre rubrique. À la semaine prochaine avec d'autres découvertes scientifiques et technologiques. Place à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images. Elle nous mène au Tchad, en Italie et à Singapour. Au Tchad, les avocats, notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin prochain, malgré un geste du gouvernement qui a limogé un gouverneur du sud du pays accusé de violence contre un avocat et ses clients relaxés. Après le limogeage par décret présidentiel de ce gouverneur, le personnel judiciaire réclame désormais celui des autorités militaires et civiles impliquées dans ces violences, a déclaré samedi soir à Djamena le secrétaire national de l'ordre des avocats du Tchad. Il a également indiqué que les personnels de justice souhaitaient organiser une marche le 16 juin dans la capitale tchadienne et boycotter une session d'assises prévue du 11 au 20 juin. À Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés dimanche avant une réunion historique pour discuter de la paix dans la péninsule coréenne. Kim Jong-un a été premier à arriver dans la ville où il a été accueilli par le ministre singapourien des Affaires étrangères. Quant à Donald Trump, lui est arrivé à bord d'Air Force One en début de soirée après avoir coupé court à son voyage au sommet du G7 tenu au Canada. La rencontre entre les dirigeants nord-coréens et américains aura lieu le 12 juin. Elle suit une série d'ouvertures diplomatiques par la Corée du Nord au cours des dernières semaines, comme la libération de 3 prisonniers américains. Et enfin, en Italie, le nouveau gouvernement populiste n'a pas encore changé d'avis. Les autorités ont donné instruction à l'ONG SOS Méditerranée de ne pas faire avancer le navire Aquarius vers les côtes italiennes, chargé de 629 migrants avec une provision de vivres à peine suffisante pour les prochaines heures. Il est en haute mer entre Malte et la Sicile. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a soutenu officiellement le ministre de l'Intérieur anti-migrant, Matteo Salvini, qui avait déjà l'appui du ministre 5 étoiles des infrastructures. Et puis la page des sports avec Mafou Kouyaté. L'équipe nationale du Sénégal va disputer son dernier match amical de préparation de la Coupe du Monde 2018. Les Lions vont croiser la Corée du Sud ce lundi à 13h30. Le Sénégal va ainsi jouer son 3e match amical après avoir affronté le Luxembourg et la Croatie. Les Lions ont enregistré un match nul contre le Luxembourg, un but partout et une défaite contre la Croatie 2-1. Les Poulains d'Aliou Cissé joueront leur dernier match à huis clos. L'équipe nationale du Sénégal est logée dans la poule H en compagnie de la Colombie, de la Pologne et du Japon. Les Lions vont disputer leur premier match de Coupe du Monde le 19 juin prochain. À l'image d'une quinzaine maîtrisée de bout en bout, Rafael Nadal n'a pas flanché en finale de l'édition 2018 de Roland Garros. Vainqueur de l'Autrichien Dominic Thiem en 3-7, il a soulevé pour la 11e fois la Coupe des Mousquetaires à Paris. En résultat de match amicaux joué dimanche 10 juin 2018, Brésil a battu l'Autriche 3-0. N également a battu le Kenya 2-0. Au programme de ce lundi, Sénégal jouera contre la Corée du Nord à 13h30. Belgique jouera contre Costa Rica, ça sera à 20h45. Et demain 12 juin 2018, Japon fera face à Paraguay à 15h et à 18h, Pologne jouera contre la Lituanie. Et puis la revue des quotidiens parue ce 11 juin 2018 nous est présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce lundi 11 juin 2018. La démission annoncée des ministres du Tourisme Mame Mbaye Niang et la question des assises nationales sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus ce matin.
Parlant du départ des ministres Mbaye Niang, Vox Populi affiche à sa une les dessous d'une démission fracassante. Le tonitruant ministre du Tourisme a jeté l'éponge hier. Que s'est-il passé pour que Mbaye Niang, un des baïfals les plus en vie de Macky Sall, quitte l'attelage gouvernemental? Le responsable apériste évoque des convenances personnelles selon les termes de sa lettre de démission, écrit Vox Populi. Mais selon nos capteurs, ajoute la publication, cette démission découle du grand bruit autour de la gestion jugée scandaleuse du programme national des domaines agricoles communautaires PRODAC qui était sous son magistère lorsqu'il dirigeait le ministère de la Jeunesse. Le Premier ministre aurait tenté d'éteindre le feu en se rendant chez Mbaye Niang qui aurait refusé de revenir sur sa décision selon toujours Vox Populi. S'intéressant au non-dit d'une démission, enquête écrit. La démission annoncée du ministre du Tourisme cache une guerre politique déclarée au sein de l'Alliance pour la République APR, mais qui trouve ses ramifications jusque dans l'attelage gouvernemental. Selon l'AS, cette démission inattendue fait suite à une certaine pression sur lui depuis que son nom a été cité dans la gestion peu catholique du PRODAC. Sur les vraies raisons d'un départ, Tribune écrit le rapport de l'IGF sur la gestion scandaleuse du PRODAC est à l'origine de la colère du ministre Mbaye Niang. Selon le journal, le ministre démissionnaire en veut au ministre de l'économie Amadou Ba, car ce dernier, en tant que chef de l'IGF, devrait empêcher ce service de fouiller la gestion du PRODAC. Le ministre du Tourisme voit dans cette affaire la main d'Amadou Ba, note la Tribune. L'Observateur parle de coup d'éclat de Mbaye Niang et souligne que Macky Sall perd un défenseur. Qu'on l'on dise ou non, Mbaye Niang est un fidèle parmi les fidèles du président Sall. Le désormais ex-ministre du Tourisme est un homme engagé, dit Macky, qui n'a cessé d'un brin à défendre son mentor de chef de file de l'APR contre ses pourfendeurs. Les quotidiens ont évoqué également des assises nationales. Sud Quotidien renchérit. Les assisards font le procès, dit Macky. Toujours à propos des assises nationales, l'As Quotidien révèle qu'Amadou Makhtar Mbow livre une note au gouvernement. Le Quotidien reprend les propos de Mansour Kama qui soutient que les assisards n'auront pas de candidat à la présidentielle de 2019. La polémique continue toujours autour de l'affaire de l'agent de sécurité de proximité qui a tabassé une handicapée moteur. Le Témoin renseigne que les handicapés indignés réclament justice. Le journal informe que l'ASP est arrêté et mis en prison sur instruction du procureur. En sport, Stade Quotidien s'intéresse au match amical Sénégal-Corée du Sud et titre confirmer les promesses de Croatie. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises, qui revient sur les propos de Balla Gaye sur le remake du 1er janvier, qui soutient que ses ambitions dépassent Modou Lo. C'est un choc sans ambition et qu'il n'a aucune pression. Quant à Bombardier, il prévient Eumeu et déclare en lutte simple, je le battrai de 17h à Timis. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Merci à toi, Mohamedou Salif Ndiaye, et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.